Sujet numéro 1. L'affaire Zemmour. Alors, la twittosphère et puis les médias en général ne font que bruisser de cette affaire Zemmour. Alors, pour ceux à qui ça aurait échappé, récemment, dans une émission de Thierry Ardisson, Zemmour a dit à une animatrice qui s'appelle Absatou Si que son prénom n'était pas chrétien, n'était pas dans le calendrier et qu'à la place de ses parents, ses parents auraient dû lui donner un prénom Corinne, par exemple. Bon, Philippe Chevrier, vous, à la place de Zemmour, enfin, vous soutenez cette position. Il faudrait qu'au lieu de s'appeler Absatou, elle s'appelle Corinne, cette jeune animatrice de cette émission, où finalement, ses parents ont la liberté de choix de nommer leurs enfants comme ils veulent. Alors d'abord, j'ai un problème parce que Corinne, c'est pas dans le calendrier, donc oui. bon, mais bon, ça c'est vrai que ça a été souligné. C'est marrant de la part de c'est une plaisanterie. Mais moi, je comprends pas votre position, Philippe. Je peux pas comprendre. Car si vous laissez s'installer le communautarisme en France... Il est installé. La seule communauté aujourd'hui qui n'existe pas, c'est la communauté des Européens. Les autres sont tous en communauté. Je vous ai écouté, Philippe. Je vous ai écouté. Ah, on voit l'homme politique, ok. Donc, si vous laissez le communautarisme s'installer, vous allez vous faire bouter hors de France. Car ces populations que vous citiez tout à l'heure, elles n'ont qu'une envie, c'est installer la charia en France. C'est ça le problème. Ça, c'est l'affaire de quelques musulmans extrémistes, Philippe. Non. Pensez pas que la vaste majorité... Mais bien sûr, mais c'est cette minorité, elle suit les minorités. C'est cette minorité qui entraîne la majorité. Ouais. Bien sûr que c'est ça. Tous ces signes apparents, vous parliez des signes vestimentaires, etc. Ce ne sont pas des signes religieux. Ce sont des signes éminemment politiques. Ce sont des signes de rapport de force. Ou culturels, c'est évident. Ou de l'origine. Même pas. Il y a 30 ans, les femmes musulmanes ne portaient pas le voile. Aujourd'hui, vous êtes dans certains pays musulmans où les femmes ne sont pas voilées. On peut voiler chez nous. C'est purement, donc ce n'est pas religieux. Ou alors, à ce qu'on me dise que l'islam est apparu il y a 30 ans. Oui. C'est faux. Donc, ce n'est pas religieux. Absatou, les parents d'Absatou, quand ils la nomment Absatou, ils prennent une position politique ? Non, c'est parce que l'État français les a pas obligés à ne pas le faire. Voilà. C'est identitaire. Donc c'est identitaire. Donc vous êtes plutôt sur la position de Benoît en disant qu'il faudrait que les enfants aient un prénom dans le calendrier, ou en tout cas avec une liste de prénoms admis ? Avec une liste de prénoms admis, tout à fait. Mais c'est l'organisation. Manuel Valls s'en va. Manuel Valls devient barcelonais. Manuel Valls, qui a été successivement maire d'Ivry pendant près de 12 ans, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, député mal élu en 2017 à 130 voix près, a décidé de quitter l'Assemblée nationale, puisque ça c'est l'annonce qui date d'hier, pour briguer la candidature à la mairie de Barcelone. Alors moi je voulais que vous m'en parliez. Philippe Chevrier, vous pensez pas par exemple que Manuel Valls peut incarner une chance pour Barcelone? Non, c'est une chance pour la France, pour une fois. Hein, parce que effectivement, de le voir partir en Espagne, moi je me réjouis. Car j'en avais assez. Vous dites Manuel Valls, bon débarras de ce gars-là. Ah oui, bon débarras, qu'il y reste. Et je le vois bien conseiller municipal, moi, à Barcelone. Les élections, c'est en mars 2019. J'en suis personnellement ravi qu'il fasse ça. Oui. Mais si j'étais électeur de ce gars-là à Évry, je serais révolté. Comment ce type nous a pris pour des imbéciles. Il nous a raconté des histoires. Qu'il allait se battre pour les gens d'Évry. C'est absolument ignoble ce qu'il fait. Ignoble. Et alors, en tant qu'électeur national, et quand même, il a été Premier ministre, vous le rappeliez, il a été Premier ministre. Donc Premier ministre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans des instances internationales, il est censé défendre les intérêts des Français. Hein ? Et aujourd'hui, ce gars-là, on s'aperçoit qu'il a le cœur espagnol. Mais il nous a raconté des histoires. Alors, Philippe Chevrier, ça vous choque
que finalement Manuel Valls soit comme Cohn-Bendit un transfrontalier, quelqu'un qui a un pied dans chaque pays. Absolument. Et en quoi est-ce problématique à l'heure de l'Europe? Benoît évoquait un sujet tout à fait intéressant. Oui. Qu'est-ce qui se passe en cas de conflit entre deux pays quand vous acceptez la double nationalité? Moi, au Front Libéré, on n'accepte pas la double nationalité pour commencer. Voilà. Parce que justement pour cette question-là. Bon, là, ça dépend de la conception qu'on a derrière. Oui, et alors, c'est un fait pourtant, la double nationalité, la triple nationalité. Interpellé sur cette nationalité européenne, et la nationalité européenne, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je considère... Pour l'instant, vous êtes un homme politique, vous faites avec le réel, Philippe. Oui, justement, parlant de réel, le réel, c'est les nations. La nation européenne n'existe pas. Elle existerait s'il y avait eu un conflit dans lequel tous ces pays européens auraient participé et se seraient battus et il y aurait eu du sang et que après la paix signée, tout le monde se réunisse dans un même pays. Toutes les nations se sont bâties sur des conflits. Il n'y a pas d'autres exemples. Cette lubie sauf que des conflits, il n'y en a pas eu plus de une nation européenne est une absurdité, est une totale absurdité. Et si jamais on avait effectivement en Europe un jour 27 pays qui disent la même chose sur des sujets internationaux, alors là, il pourrait y avoir un début de commencement d'espoir de création d'une Union européenne. En l'espèce, l'Europe est une utopie. Je ne suis pas contre cette utopie, hein, on est bien d'accord. Mais je la dénonce parce que la réalité, justement, c'est pas ça. Et Marine Le Pen et l'expertise psychiatrique. Alors ça, on m'aurait dit ça il y a quelques jours, j'y aurais pas cru. Et pourtant, Marine Le Pen a reçu un courrier des juges lui demandant une expertise psychiatrique. Pourquoi? Philippe Chevrier. Ok, Marine Le Pen doit, d'ailleurs, elle ne doit pas, hein, elle ne le fera pas. C'est une nuance importante, mais on lui a demandé de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il y a quand même un fondement légal dessous ça. Hein. C'est cette fameuse loi. Mais on peut se poser la question de ce fondement légal, justement. C'est un petit peu ridicule de demander à quelqu'un d'aller se soumettre à une expertise psychiatrique avant même de lui poser des questions. En général, on pose des questions, on établit des faits, et après, s'il y a sanction à apporter, on examine effectivement la responsabilité de la personne. Là, on le fait avant même de lui poser des questions. C'est ça que je trouve totalement ridicule. Bon, du point de vue de la loi. Vous qui connaissez Marine Le Pen, vous pensez qu'elle a besoin d'une expertise psychiatrique? Attendez. Attendez. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est que là, après, quelle a été sa réaction? C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que la loi lui permet de dire non, je n'irai pas. C'est ce qu'elle permet à tout le monde. Hein. Mais elle n'a pas besoin d'en parler... sur les chaînes de télévision. Elle a utilisé ça. Oui. Hein, au moment où le Rassemblement national est en difficulté financière particulièrement. C'est bien joué. C'est bien joué politiquement. C'est de la politique. C'est de la politique. Mais est-ce que c'est une forme de victimisation? Elle resserre les rangs de ses partisans autour d'elle. Elle se victimise. Bon, très bien. Mais elle n'a pas, franchement, il n'y a pas de terrain pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de véritable raison de se victimiser sur cette question-là. Donc c'est un événement qu'elle n'aurait même pas dû utiliser pour vous, Philippe? Absolument. La loi est mauvaise, mais elle pouvait très bien s'en tirer discrètement. Pour les faire interdire. Encore une fois, il ne faut pas en faire un drame puisque toutes les personnes peuvent refuser d'y aller. Donc c'est franchement pas c'est franchement pas coercitif, quoi. Faut arrêter, quoi. Bon. Mais moi, ce qui me paraît intéressant... Vous n'avez pas répondu à ma question pour savoir si Marine Le Pen avait besoin d'une expertise psychiatrique. Ça vous a fait sourire? Ah oui, ça m'a fait sourire. Juste pour vous faire sourire. Oui, ça m'a fait sourire parce que ça, c'est un sujet intéressant. Ça, c'est un sujet très intéressant. Par rapport à l'autre, il n'est pas. Bah oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que personne n'en parle. Personne n'ose en parler. Nulle part. On n'aborde pas le sujet. Or, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Voilà une personne. Il y a la folie de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est différente de celle de Sarkozy, de Hollande? Sarkozy n'a pas subi dans son enfance un attentat.
Un grave attentat où elle s'est retrouvée quand même dans le vide avec ses parents, l'état en dessous, etc. De l'attentat sur le palier 76, de Saint. Elle habitait le 15e arrondissement, je crois. Voilà. Il y a une photo assez saisissante de ça. Voilà, premièrement. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy n'a pas eu, il ne s'est pas fait abandonner par sa mère à l'âge de 17 ans. Vous comprenez ? Donc ça, c'est quand même en pleine adolescence. C'est sa sœur qui vient lui annoncer à la sortie du collège que maman est partie. Ouais, mais beaucoup de familles se divorcent et ça se passe mal et les enfants sont traumatisés. Pour autant, ils n'ont pas besoin d'expertise psychiatrique. C'est vrai, mais la maman en question, pendant 10 ans, elle n'a pas donné signe de vie. Pas un coup de fil, pas une lettre, rien. Rien, silence total. Donc, psychologiquement, vous imaginez que ça ne peut avoir que des conséquences. Bon. Et puis, attendez. Ce qui était une boutade de ma part va assez loin de votre part, Philippe Chevrier. Bien sûr, mais attendez, on est en liberté de parole. Absolument. Ou pas on l'a prouvé sur le sujet Zemmour. Donc, je vous dis, il y a un vrai sujet. Et quand on connaît Marine Le Pen de près, et c'est mon cas, je peux vous dire que la manière dont elle s'adresse aux gens qui travaillent avec elle, c'est quand même problématique, car elle ne cesse d'engueuler les gens autour d'elle. C'est sa nature réelle. Donc Philippe Chevrier, messieurs qui nous regardaient, mesdames qui nous regardaient, vient de donner des billes au juge pour reconvoquer Marine Le Pen pour une expertise plus sévère et plus motivée. L'expertise, vous la faites tout seul. Ouais. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a un comportement qui n'est pas un comportement normal. Le débat de l'entre-deux tours est un autre exemple. Vous avez une personne qui a un peu perdu les pédales, alors que sur le fond, elle avait des choses tout à fait intéressantes à dire, et même quand elle a fait ce geste qui a étonné tout le monde, etc. Oui, mais c'était quelque chose d'assez amusant, au contraire, parce qu'elle imitait, au contraire, ce que disait Macron dans ses meetings. Donc, si mais elle s'est laissée emporter par, je ne sais pas, par une espèce d'ultra confiance en elle, qui a fait que tout ça est devenu ridicule. C'est pas le lot de tous les politiques d'être narcissiques. Oui, j'allais là-dessus parce que c'est un sujet. Philippe, j'allais là-dessus parce que dans des émissions précédentes, on a parlé de Trump, dont la fragilité ou l'équilibre psychique est remis en cause, et finalement des études montrent que un président américain sur deux était sujet soit à des grandes dépressions, soit était schizophrène. Donc ça semblerait être une caractéristique. Est-ce que vous connaissez presque fondamentale pour un homme ou une femme politique? Est-ce que vous connaissez une jeune femme qui a tout reçu de son père, financièrement, statutairement, les héritiers, oui. Voilà, qui a tout reçu de son père de cette manière-là, qui a été vraiment gâtée, si on peut dire, et qui a dit au moment où on lui passait le relais, je prends tout ce qu'a fait mon père, et qui ensuite l'a traité comme elle l'a traité. Il y a là un très grave problème. Le hard Brexit, qu'en fait, il semblerait que nous allions vers un hard Brexit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un hard Brexit? Donc, c'est le contraire du Brexit mou, hein. C'est le Brexit tranché dans le vif, où il n'y a plus d'accords commerciaux entre l'Europe, les différents pays d'Europe et l'Angleterre ne faisant plus partie du marché commun, devient un pays tiers. Est-ce que ça vous fait peur qu'on aille vers le hard Brexit? Est-ce que ça vous fait peur pour l'Angleterre, dont vous pouvez peut-être vous préoccuper, pour la France, pour l'Europe? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, Philippe Chevrier? Oui, ça me fait peur, parce que c'est quelque chose qui est perdant-perdant, quoi. Au lieu de faire gagnant-gagnant... Il pourrait y avoir un deal de sortie gagnant-gagnant pour vous? Bah, évidemment. Oui. Évidemment. Bah, écoutez... Ce serait quoi? Au Front Libéré, on est contre le libre-échange. Ça, c'est extrêmement clair. Mais parce que on veut se protéger des pays qui emploient des gens dans des conditions qui ne sont pas raisonnables, qui ne correspondent pas aux normes du travail habituelles, quoi. D'accord. Là, et à condition d'ailleurs que ces produits soient des produits finis et pas des produits qui nous permettraient d'avoir une meilleure productivité. Cela dit, quand on a des pays qui sont de même niveau de développement, le libre-échange est une excellente formule, d'autant que les règles sont les mêmes pour tout le monde, ou quasiment les mêmes. Bon, il y a le problème des normes, mais là aussi, sur les normes, il faudrait travailler pour que les normes soient à peu près les mêmes un peu partout. Et là, c'est effectivement un facteur de richesse entre les pays. Donc le fait de dire... Et alors, c'est absolument hallucinant, parce que cette Union européenne
qui est libre-échangiste. Alors, vraiment, c'est son dogme total, va essayer de faire pression sur la Grande-Bretagne qui sort de l'UE en lui disant on va vous mettre des droits de douane, etc. Mais c'est juste grotesque. Mais non, la Grande-Bretagne devient l'Indonésie. En gros, c'est-à-dire un pays tiers. Voilà. Mais alors, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique en soi. Hein. On a vécu des années et des années avec des droits de douane. On s'en est bien porté. Hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. Et on a vécu sans l'Angleterre dans l'Europe. Et on a vécu sans l'Angleterre. Donc c'est pas véritablement un drame. Mais vous pensez que c'est idiot par rapport à la situation présente. C'est idiot. C'est une mauvaise décision. Moi, ce qu'il y a derrière, c'est que l'Union européenne veut faire payer à ce Royaume-Uni le fait qu'il ait osé sortir de l'Union européenne et que ça peut être un précédent pour d'autres pays. Voilà le fond de l'affaire. La proposition de Barnier dans cette histoire est absolument provocatrice. Rappelez-la. C'est de dire, effectivement, il n'y a qu'à faire l'Irlande un seul pays, et puis faire une barrière entre cette île et le reste du Royaume-Uni. Jamais les Anglais n'acceptent. Enfin, c'est inacceptable. Comme si on nous amputait de la Corse ou de ça du jour au lendemain. Pour eux, c'est inacceptable. Quand on fait une négociation avec un pays, on commence pas avec des propositions inacceptables pour lui et humiliantes. C'est typiquement ce qui est en train de se passer. Alors, moi, les Anglais présentent un deal. Bon, ils ont l'habitude, hein. Ils savent négocier. Ils présentent un deal. Sauf qu'ils sont partis sur un... Pardon, c'est un deal qui leur est favorable, c'est sûr. On peut en discuter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On refuse. Carrément, on refuse. On veut même pas discuter avec eux. C'est formidable, Ce sont devenus les parias de l'Union européenne. Surtout, il faut pas qu'il y ait d'autres pays qui fassent la même chose. Donc le hard Brexit. Alors on va conclure là-dessus. Je vais faire un tour de table. Le hard Brexit, Philippe Millot, vous trouvez que c'est super? C'est super. Ok, très bien. J'adore. Benoît? C'est un retour à l'histoire, c'est le sens naturel des choses. Sauf que vous dites quand même que vous trouvez que c'est un prix exorbitant à faire payer au peuple britannique. Non, je trouve que l'attitude de l'Union européenne est scandaleuse dans cette histoire et que la négociation est pas équilibrée. Mais par contre, c'est le retour naturel de l'histoire. D'accord. Christian Bozio? Pareil. Vous voulez dire pas mieux Synthèse de mes deux c'est notre centriste. Ok, Philippe Chevrier. D'accord avec Benoît. Hein, c'est effectivement la nature des choses et la position de l'UE est inacceptable. Maintenant, je voudrais dire une chose quand même à ceux qui se félicitent aux Français qui se félicitent du hard Brexit. La balance commerciale française est largement déficitaire. 60 milliards, 70 milliards, ça dépend. Hein. Très fortement déficitaire. Il y a un seul pays en Europe avec lequel la France a une balance excédentaire, c'est le Royaume-Uni. Voilà. Donc je vous demande d'y réfléchir. Okay.